Merci encore une fois à la Société tunisienne des maladies respiratoires d'allergologie de m'avoir invité. Je suis très content d'être là et je partage l'avis de Sitaïb quand il dit qu'il faudrait qu'on soit plus actif au niveau du tabac et de la pollution. C'est vraiment quelque chose, on devrait s'en occuper beaucoup plus que ce qu'on le fait, parce qu'on est très en retrait sur le tabac et on est très très en retrait sur la pollution, alors que je pense que l'avenir de la pneumo va se situer à ce niveau-là. Bon, on m'a donné ce titre-là, facteur de risque. J'ai mis sournois des maladies respiratoires. Donc, ce qu'on me demande, c'est de définir le sournois et non pas les maladies respiratoires. Alors, ce terme de sournois est très important. C'est ce qui fait que nous, on n'a pas eu suffisamment de recul vis-à-vis de cette pathologie qui passe en quelque sorte inaperçue. Alors, regardez un peu cette plaque qui me paraît intéressante, dans la mesure où vous voyez des différentes couleurs du rouge au jaune. Ça ne veut pas dire le degré de pollution, parce que la planète est entièrement polluée. Ça, c'est le niveau d'évolution annuelle de la pollution. Et regardez un peu les pays qui polluent, ce n'est pas ceux qui ont une évolution importante, ce sont les pays en rouge que vous voyez ici, l'Afrique et l'Asie, qui ont le plus d'évolution annuelle de pollution. C'est-à-dire qu'en Afrique, on multiplie à peu près par 3 ou 4 fois le niveau de pollution. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que le niveau d'inquiétude, il est très mineur par rapport au niveau de pollution qui est majeur. Et ça, c'est un phénomène très important parce que la perception de la pollution n'est pas tellement claire, n'est pas tellement bon. C'est pour ça que ce titre-là m'a plu, c'est le terme sournois. Alors, on a commencé à se poser la question de la pollution. Il y a eu, si vous voulez, d'autres catastrophes polluantes, mais on a commencé à s'intéresser à partir de ce fameux Great Smog de Londres en 1952. Alors, il faut imaginer la situation politique, géographique de l'époque. On venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On était un peu dans les années heureuses. On ne s'inquiétait pas beaucoup de la pollution. L'industrialisation faisait un bond. Et tout de suite, on a cette fameuse catastrophe. Si elle aurait touché le Burundi, on ne se serait pas inquiété. Mais elle a touché Londres. Du 5 au 9 décembre 1952, il y a eu ce smog, cette fumée noire qui s'est abattue sur Londres. Et on a eu quelques milliers de morts. Et d'ailleurs, il y a le livre qui est sorti à l'époque qui s'appelle « La mort dans l'air ». Tout de suite après, l'OMS, qui venait à peine de débuter, parce que l'OMS est née avec la Société des Nations, a sorti en 1955 un rapport sur la pollution de l'air. Et elle a commencé à s'inquiéter en se disant il faudrait définir, si vous voulez, un peu les polluants, il faudrait faire de la prévention et être plus actif vis-à-vis de cette pollution, sinon on risque d'aller vers une catastrophe planétaire. Et puis, vous voyez, on est resté muet de 55 jusqu'à 90, jusqu'au protocole de Kyoto. Au protocole de Kyoto, on a commencé à établir les premières mesures de lutte contre la prévention. Et puis, il y a eu le fameux, actuellement, la COP, c'est-à-dire la conférence des parties 29 qu'il y a eu dans le Bakou. Et dans cette conférence des parties, voilà ce qu'il en sort, c'est qu'on a dit enjeux et défis, parce que n'oubliez pas que le COP 21 de Paris avait établi, si vous voulez, des projections vers la 2025, et ces projections-là n'ont pas été respectées. Alors on s'est dit, on va faire des enjeux et défis, et dans ces enjeux et défis, voilà, il faut diminuer de plus de 40% les gaz à effet de serre, et il faut augmenter de 30% l'énergie renouvelable. Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on a 9 limites planétaires. Et vous voyez les limites, ce qu'elles touchent. L'écosystème, l'érosion du sol, le climat, l'eau, l'air. Il ne reste plus que l'acidification des océans, il ne reste plus que l'ozone, il ne reste plus que quelques petites choses qui ne sont pas préservées. On est au rouge sur 6 éléments sur les 9 planétaires. Donc vraiment, la planète est dans un état d'alarme et comme je disais tout à l'heure, le niveau d'inquiétude est très faible. Alors le problème du caractère sournois, c'est que ces limites-là ont été atteintes à bas bruit. On n'en parle même pas. On ne parle jamais de pollution, comme si ça n'inquiétait personne. Et puis je voulais vous donner la définition du sournois. C'est quelqu'un qui cache ses pensées, ses sentiments véritables, qui agit hypocritement et souvent de façon malveillante avec autrui. معناتها باللغه العربيه نقولوا يقرص يده تحته. Voilà exactement ce que ça veut dire.
Et puis les deux caractéristiques, si vous voulez, de la sournoiserie, c'est que c'est le silence et l'invisibilité. Donc ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de répondre à la question pourquoi la pollution atmosphérique est-elle un facteur de risque sournois. Donc c'est en fait mettre la lumière sur l'invisible pour le rendre visible. Et quand on le rend visible, on peut agir, comprendre et surtout voir. Et on va voir quels sont les acteurs. En fait, il y a 3 grands acteurs. Premier acteur, les 5 révolutions industrielles. Regardez quand est-ce que ça a commencé. 1780, pas aujourd'hui, 3 siècles en arrière. Mécanisation, 70, électrification, 70, automatisation, 1900, 2011, la digitalisation, et 2020, la personnalisation et l'humanisation. Et cette personnalisation a été vraiment le facteur qui a poussé le plus vers le désordre environnemental écologique. Et vous voyez les polluants, on parle du CO2, on parle de l'ozone, mais le polluant majeur sur lequel aujourd'hui on doit mettre l'accent, ce sont les particules. Et vous allez voir que c'est les particules qui jouent le plus grand rôle, et ces particules-là, on ne semble pas du tout s'inquiéter. Juste pour vous donner un chiffre, lorsqu'on est dans une atmosphère saine, fit barqa, fit indraham, dans de bonnes conditions, on inhale à peu près 2 milliards de particules. Si on est à Jbel el-Jloud à la sortie de Tunis, on est entre 8 et 10 milliards de particules. Je parle de Tunis, je ne parle pas de Mexico, je ne parle pas de Pékin. Et vous avez un autre élément sur lequel on s'inquiète très très peu et qui est le premier facteur originel de la pollution. C'est la surnatalité. Regardez la population mondiale, 2,5 milliards en 50, 8 milliards en 2024. Et quand on a une surnatalité, c'est-à-dire qu'on a une surconsommation énergétique, des transports, de l'agriculture, de tout ce qui s'ensuit. Et cette pollution, elle est non maîtrisable. Pourquoi ? Parce que si vous ne la captez pas au moment de son émission, elle va bouger dans l'atmosphère, elle va se transformer et elle va donner des résidus de transformation qui sont les plus acides ou tout autre, qui va complètement mettre à plat et détruire notre écosystème. En fait, cette pollution n'est autre chose que quelque chose qui est fait par la main de l'homme pour ses besoins et conforts. J'ai vu tout à l'heure le parking, il est plein de voitures. Personne n'est venu à pied, personne n'est venu en vélo, tout le monde est venu en voiture. C'est ce qu'on appelle la pollution anthropique. Ceci étant, il faut imaginer que notre confort, c'est l'ennemi numéro 1 de la planète et que les inducteurs de la pollution sont étroitement liés aux facteurs qui améliorent notre qualité de vie. Plus on a une amélioration de la qualité de vie, plus le niveau de la pollution va augmenter. Et vous voyez un peu les répercussions, c'est surtout sur l'air. Deuxième répercussion, bien sûr, sur la santé. Et vous allez voir que vous avez les inducteurs du confort qui vont altérer, si vous voulez, l'air. Alors l'air, c'est ce qu'on appelle la pollution silencieuse. On a 7 millions de décès et à peu près 3/5 de décès se trouvent dans les pays en voie de développement. Et regardez le poids de l'air, c'est très important. C'est un besoin vital. On ne peut pas rester 3 minutes sans respirer, mais on peut rester 3 jours sans boire et on peut rester 30 jours sans manger. C'est un besoin permanent, c'est 100% du temps parce qu'on n'a pas une cage à air ni un réservoir de l'air. C'est un besoin important, c'est 15 mètres cubes d'air par jour, c'est énormissime. Et c'est oxygéner les 5 litres de sang que nous avons en 1 minute, c'est irriguer un terrain de tennis de 75 mètres carrés, et c'est faire participer 300 millions d'alvéoles. Pour vous dire quelle est l'importance de l'air. Les conséquences respiratoires, vous les avez vues, les pathologies, asthme, allergie, BPCO, cancer, PID. Et puis je repasse aux particules maintenant. Il n'y a pas que les particules organiques que nous connaissons, il y a les particules biologiques. Et dans ces biologiques, il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les spores, il y a les pollens. Et dans les particules minérales, vous voyez un peu, il y a tout, le limon, les argiles. Et dans les particules organiques, bien sûr, il y a les fumées noires, il y a les suie, il y a le ciment, il y a les cendres, il y a le tabac. Et je vous ai montré cette plaque qui est sortie en 2015 en comparaison le niveau de pollution avec la consommation de cigarettes. Regardez une ville de Pékin, lorsqu'il fait très très mauvais et qu'elle est très très polluée, c'est 25 cigarettes que nous fumons par jour, pour vous dire quelle est l'influence de la pollution.
Et puis, quand on voit la nature des particules et la pathologie respiratoire, regardez la corrélation. Soufre, c'est toux et crise d'asthme. Nitrate, c'est crise d'asthme et infection. Ozone, c'est bronchiolite et asthme. CO, c'est toxique cardio-respiratoire. Hydrocarbures polycycliques, c'est les cancers. Les dioxines et les métaux lourds, c'est aussi les cancers. Mais ce qui est sournois dans toute cette affaire, c'est que les polluants représentent à peine 0,05% des composants de l'air. Donc, ce n'est pas perçu. Il faut une longue durée pour percevoir cette pollution. Et regardez, cette longue durée, c'est plus de 40 ans. On commence par des effets subcliniques pour lesquels on prend des petits médicaments. On détériore la fonction respiratoire, donc on a des consultations médicales. On a des symptômes maladie, d'hospitalisation, puis on va vers les... C'est 40 ans de vie pour les percevoir. Et c'est ça le caractère sournois. C'est pour ça qu'il faut toujours aller en amont. Et regardez cette mauvaise perception. J'ai pris cette plaque humoristique qui m'a plu. Voilà, elle est en plein gaz d'échappement des voitures. Et elle dit il est allergique au pollen parce que le gamin souffre, si vous voulez, de gêne respiratoire. Alors on l'appelle aussi le tueur invisible parce qu'une grande partie de la cancérologie est liée à ça. Et donc, je me suis dit quels sont les facteurs déterminants. C'est la durée d'exposition, mais c'est la taille des particules. Plus on a une taille petite, c'est-à-dire 2,5, moins de 2,5 microns, plus ça va pénétrer. C'est la nature du polluant. Les particules, c'est en fait beaucoup plus polluantes et beaucoup plus dangereuses sur le plan de sa santé que le CO2 ou que l'ozone. C'est la concentration. Ceux qui vivent en marge des autoroutes à peu près à 100 mètres sont plus atteints que ceux qui vivent dans les verdures. C'est une sensibilisation personnelle et c'est l'activité physique. Vous savez, plus on fait d'activité physique, plus on consomme de l'air. Alors, les effets chroniques au niveau de la durée d'exposition, c'est toujours des effets à long terme. Je vais vous montrer un premier travail, d'ailleurs 2 travaux que j'ai sélectionnés, un 2013, un 2019. C'est un travail qui a été fait sur 17 cohortes européennes. C'est un travail où on a suivi 4 millions de personnes pendant 12 ans, colossal, et où on a retenu 312 944. Et vous voyez qu'il y avait une relation, si vous voulez, très nette statistiquement, entre le cancer du poumon et l'exposition au PM10, au PM2,5. Et puis, ça explique aussi la relation étroite qu'il y a avec l'adénocarcinome. Alors qu'au départ, moi, quand j'avais commencé, aussi Taïeb était présent aussi avec nous, si Jalloul, on voyait surtout des épidermoïdes. Puis on a dit que les adénocas sont arrivés parce qu'on a changé de cigarette. Mais en fait, c'était la pollution derrière, dormeuse, qui avait entraîné une grande modification. Et vous allez voir le deuxième travail qui a été fait en 2019, c'est 7 cohortes, c'est exactement les mêmes conclusions, relation d'incidence avec le cancer et relation avec les adénocarcinomes. Et puis vous voyez que 8% des cancers sont attribuables à la pollution, avec 20% chez les femmes et à peu près 10% chez les hommes. Ça, c'est un travail qui a été fait par les Belges sur 5 ans pour vous montrer qu'il y avait une relation très nette entre l'augmentation de la concentration de NO et l'achat de canistères de bêta-2 et de consommation de bêta-2. Et puis on s'est dit, est-ce que cette histoire de l'air, parce qu'il y a toujours des personnes qui remettent en cause est-ce qu'il y a une relation avec la pathologie? Alors on a pris les développements du poumon, on avait pris les perturbations de la fonction respiratoire, on a pris l'asthme, on a pris les infections respiratoires aiguës, on a pris le cancer, et vous voyez qu'ici, on a pratiquement des relations très étroites entre les pathologies et les modifications de l'air. Et puis, pour les PID, un travail a été fait, pas très récemment, il a été fait quand même en 2020, il avait montré une relation de cause à effet entre l'exposition particulière et les PID, et la question que je me suis posée, cet effet progressif, à bas bruit, à long terme, et le terme d'idiopathique, cher Béchir, doit être révisé, parce que idiopathique, on le dit souvent parce qu'on ne trouve rien, mais on ne cite jamais la pollution, et je pense qu'elle a une participation très importante. Et regardez un peu le caractère sournois de cette pollution. Si on arrête aujourd'hui de produire du CO2, on arrête aujourd'hui, on se dit on ne produit plus. On a 200 ans à le supporter. Si aujourd'hui on arrête de produire du méthane, c'est les vaches qui les produisent, ça fait 38%, on a 12 ans. Et vous avez le tétrafluorure de carbone, c'est 50 000 ans pour qu'il soit dégagé de notre planète. Donc le caractère sournois s'explique aussi par la durabilité des polluants dans l'atmosphère. Alors ici, la sournoiserie,
par absence de mesure. Avant, on avait l'INORPI qui mesurait, actuellement, ça fait 10 ans qu'on ne mesure plus. Et par manque de sensibilisation de la population. Même s'il y a une normalisation de l'OMS. L'OMS maintenant s'acharne à normaliser. Il y a eu en 2021 le guideline de la qualité de l'air et les lignes directrices pour prévenir justement la détérioration de l'air. Et il y a aussi des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Mais on n'est pas informé. Je vous montre aujourd'hui la qualité de l'air dans l'endroit où on est. Eh bien, vous voyez que la qualité de l'air, elle est très moyenne dans l'endroit, parce que nous avons un indice de 65 qui est un indice très élevé. Mais on est sorti quand même, on s'est baladé, on ne s'est même pas rendu compte. Alors qu'il suffit simplement de mettre l'application sur son téléphone pour savoir ce que c'est. Et même si on a les données de l'application, ça ne va pas nous empêcher de sortir. Et puis, il y a un autre élément assez sournois, je vais vous le montrer, c'est qu'on est contraint de s'adapter au fil du temps. Alors, pour l'adaptation, j'ai pris ce modèle heuristique. Alors, heuristique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les chercheurs prennent les bases de données essentielles à leur recherche. Et vous voyez que le phénomène de changement de génotype en phénotype est inversé. C'est dû au milieu physique, à l'alimentation, à la maladie et aux usages sociaux. Donc, cette relation de l'air avec l'environnement, ce génotype-phénotype est très important. Alors, qu'est-ce qui agit là? Ce qui agit essentiellement dans ce phénomène-là, c'est l'épigénétique. Alors, c'est quoi le terme épigénétique? C'est désigne les processus moléculaires permettant de moduler l'expression des gènes. Ça ne touche pas à la structure de l'ADN, mais juste à la modulation des gènes. Et vous voyez un peu, regardez un peu sur le plan génétique, la régulation des gènes se fait autant par l'environnement qu'elle se fait par la génétique. Et ça produit un phénotype. Alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces phénotypes d'adaptation aussi peuvent se transmettre par la descendance. Ça devient encore plus fort que la génétique elle-même. Et vous voyez un peu, vous avez des signaux qui sont la lumière, la chaleur, la sécheresse, tout ce que vous voulez. Ça va par suite agir sur les activations de facteurs de transcription et ça va donner cette adaptation. Et là, c'est cher à Mme Hamza, qui aime beaucoup ça. Vous voyez un peu que cette transcription génétique vient du fait qu'on prend les queues de l'histone, ils sont méthylisés. En méthylisant, on déroule, si vous voulez, l'ADN, on active l'ADN sur son parti non activé et on l'adapte à la situation. Ce qui explique en fait que si on prend l'environnement et l'épigénétique, l'exposition environnementale de la petite enfance peut altérer l'épigénome et ça donne des maladies allergiques. Donc, actuellement, vous voyez que l'expression de l'allergie s'inverse. C'est plus une expression génétique, mais c'est une expression environnementale. Alors la question qu'on doit poser, c'est pas d'où viens-tu, mais où vis-tu? Parce qu'avant on cherche si on a un parent allergique. Et ça, c'est excessivement important. Les solutions, on les connaît. Elles ont été très bien établies. Agir sur l'énergie, le transport, l'agriculture, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'on dit le moins souvent, c'est le contrôle de la natalité. Ça, c'est un phénomène très important. Si on ne contrôle pas la natalité, on va directement à la catastrophe. C'est comme s'il y avait une maison pour accueillir 5 personnes, on se trouve à 40 dedans, ça ne marchera jamais. Et puis, c'est l'ego de l'homme qui est l'obstacle majeur. Il veut améliorer son confort, reste son objectif majeur. Aucun effort n'est fourni, ni par les hommes, ni par les pays, ni par les autorités. Regardez la lenteur des négociations. Kyoto, rien n'a changé. Paris, rien n'a changé. Mécanisme de négociation, COP24, trop de paroles, peu d'actions. Et en fait, on est toujours d'accord sur le désaccord. On n'est jamais d'accord sur l'accord. Alors, nous payons le coût de l'inaction, notre égoïsme, notre indifférence, notre négligence et surtout l'absence de conscience. Et aucun d'entre nous n'est conscient de cela. Et vous voyez un peu les dépenses pour la pollution. J'ai mis cette plaque, pourquoi? Parce que si ces pays-là, sur le PIB, nous donner cet argent en Tunisie, nous donner cet argent, on peut vivre 20 ans sans avoir besoin de travailler. Pour vous dire quelles sont l'énormité des dépenses financières pour ça. Donc, notre objectif unique, à mon avis, c'est de sauver notre planète, savoir prise de conscience. Parce que nous n'avons pas de planète de réserve. Et je vais vous montrer la dernière plaque, c'est le conseil que vous allez donner bientôt à vos malades, parce que vous savez, au départ, on buvait l'eau des sources, l'eau de rivière. Après, on buvait l'eau de la fontaine publique. Et après, qu'est-ce qu'on buvait comme eau? On boit l'eau des bouteilles. On prend chaque nom une bouteille. Eh bien, on risque justement de dire il va falloir sérieusement envisager d'arrêter de respirer pour vous vendre un peu d'air.
Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est Ali. C'est brillant. Je pense que ça va toucher la sensibilité des pneumologues et de tous ceux qui sont présents. Et les phénomènes, les risques sont vraiment au-delà du pensable. Et tout ce qu'a dit Ali est démontré par des études, par des travaux épidémiologiques, mais surtout par des expérimentations sur la souris. Le problème de l'affiliation du cancer, par exemple, chez des souris exposées à des concentrations croissantes, c'est très édifiant. Et les méfaits atteignent les embryons, les fœtus, lorsque leur mère est exposée. Il y a eu aussi des travaux qui montrent chez ces enfants tardivement des atteintes de la fonction respiratoire. Donc, Saali Metouchiche, on va passer la parole à la salle. Allez, je vais commencer par une question, c'est Ali, si vous permettez. Merci pour cette brillante mise au point. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un hiatus énorme entre ce que disent les scientifiques et les décideurs sur cette planète? Et est-ce que vous pensez que pollueur-payeur sert à quelque chose? En fait, par exemple, si on prend les pays comme d'Afrique, si les pays riches payent leur pollution, à quoi ça va servir cet argent? Vous parlez de quel argent? L'argent pour se préserver. En fait, ils dépensent de l'argent pour se préserver eux-mêmes, mais ils ne dépensent pas de l'argent pour nous préserver. Et puis en plus, pourquoi il y a cette évolution annuelle? Parce qu'on essaie d'industrialiser ces pays pour leur prospérité, mais en fait c'est une industrialisation qui ne répond pas aux normes. Donc c'est une industrialisation sauvage qui n'est pas contrôlée, avec des niveaux de pollution très élevés. Et dans les niveaux de pollution élevés, il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est comment traiter les déchets. Et le traitement des déchets se fait très très mal chez nous. Et le traitement des déchets est un des plus grands producteurs, si vous voulez, de pollution, et de pollution très agressive. Donc, ils ne vont certainement pas nous faire des cadeaux, parce qu'ils ont besoin de leur confort, ils ont besoin d'argent, parce qu'ils veulent évoluer dans un monde meilleur. Donc, ils nous transposent tout ce qu'ils ne veulent pas faire. D'ailleurs, les délocalisations ont été faites en Chine, les délocalisations ont été faites chez nous parce qu'elles coûtent moins cher, mais parce qu'ils nous ont donné ce qui n'est pas polluant. Regardez les Américains ce qu'ils font. Ils décolisent tout, sauf une chose qu'ils ne décolisent pas, c'est l'ISO, les normes. Les normes, c'est eux qui les font, parce que l'ISO rapporte beaucoup d'argent, et puis ils vous taxent sur ce que vous produisez après pour avoir toujours leur niveau. Des questions dans la salle? Docteur Chir. Madame Hamzaoui, commencez. Merci, Sali. Donc, tu as parlé beaucoup de problèmes de cette pollution, mais il y a un autre facteur qui est récent et qui est dangereux. C'est la pollution par les guerres. C'est très important. Alors, il y a beaucoup de particules qui se dégagent à cause de ces bombes, à cause de ces missiles, nouveaux missiles, et surtout maintenant, il faut s'attendre à quelque chose de nucléaire. Oui. Alors, donc, c'est une forte pollution très importante qui risque de donner des effets indésirables. Je n'ai pas oublié de parler de ça, en fait, mais comme dans la question, s'était posé le caractère sournois. Donc, sournois sur quelque chose qu'on ne voit pas. Les guerres, ça se voit quand même. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, malheureusement, c'est déplorable. C'est même criminel. Quand vous voyez ça, vous comprenez que c'est la pollution à ce niveau-là est à un niveau optimal. Mais c'est quelque chose de visible, au moins, qui attire l'attention. Mais ce qui attire le moins l'attention, c'est que vous allez sortir avec un indice de 65, alors que la normalité est moins de 50, et que vous allez vous balader dans la rue, que vous allez discuter sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est moyen, mais on a des niveaux hauts. Si on dépasse le 80, c'est ça la gravité. C'est la gravité de ce que tu ne vois pas. Mais là, les guerres, on les voit.
Et ça, c'est évident. Hiroshima, la bombe atomique, je pense qu'elle a fait beaucoup de désastres, mais c'était ponctuel. Et ça, on n'y peut rien. Ça, c'est des phénomènes de choix, si vous voulez, entre les pays. Merci beaucoup à Ali pour ce tour d'horizon et merci pour l'épigénétique qui effectivement est une menace puisque ça va être transmis à toutes les générations à venir et pas juste aux enfants qui sont actuellement en gestation. Juste, je voulais revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et apparemment, la COP29 la COP d'Azerbaïdjan a fait revenir les choses en arrière puisque personne n'a fait de concessions et donc on a régressé sur nos objectifs. Mais ce que je voudrais dire, c'est, il me semble que nous, notre rôle, c'est pas juste d'alerter. C'est clair qu'il faut qu'on alerte, mais il faut qu'on propose des solutions. Et parce qu'il faut des politiques et il faudrait des stratégies. Comme vous l'avez dit, la délocalisation, le fait qu'on soit là à dire « Ah, c'est magnifique, il y a une entreprise qui a voulu ouvrir chez nous, ça va nous ouvrir des postes de travail », c'est très mauvais. Mais il y a aussi toute notre façon de faire, le fait, comme vous avez dit, que quand le camion poubelle passe pas, on allume un feu pour brûler, qu'on continue à avoir du plastique, sachant que le plastique, ça reste en l'air de façon indéfinie et qu'on est plein de plastique, qu'on développe le tourisme de façon intensive, alors que quand on invite des touristes, il y a 10 millions de personnes qui viennent nous voir, elles vont venir en avion, elles ne vont pas venir en bicyclette. Et ça, c'est nos choix. Et je pense qu'il est important que nos pays se décident enfin à être responsables aussi de l'air qu'on va respirer. Il faudrait qu'on arrête d'être toujours dans le truc. Oui, c'est les autres. Bien sûr, c'est les autres. Mais les autres, de toute façon, ils feront rien pour nous. C'est pas leur but. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour nous, c'est nous. Donc, il me semble, et notre rôle en tant que médecin, et particulièrement en tant que pneumologue, puisqu'on est en première ligne, il me semble qu'on devrait réfléchir intensément et aller taper ensuite à la porte des politiques et leur proposer des choses. Oui, moi je partage tout à fait ton avis. Il faut commencer par chez soi. Il faut la nettoyer devant chez soi avant d'aller chez les autres. Et malheureusement, ce que tu dis est très vrai, il n'y a aucune conscience de ces phénomènes-là. Même j'étais en train de lire un article il y a quelques jours en arrière sur le recyclage du plastique. En fait, on recycle ce qu'on va avoir par la suite à recycler, ça n'arrêtera jamais. Comme tu l'as si bien dit, il fait partie de la pathologie particulière parce que vous perdez énormément de particules par des phénomènes érosifs du plastique quand il est au sol. Il n'y a pas de plus dangereux que ça et aucun ne fait un effort. Actuellement, j'en parle. Ça fait 2 ans qu'on est sans municipalité. Vous avez vu dans quel état sont les rues, dans quel état sont les autoroutes, les gens, le comportement des personnes. Il ne faut pas avoir de théorie complotiste. Il faut se dire, il faudrait qu'on se corrige nous-mêmes. Je disais, Wallahi nahki fi hkaya samhouni. Moi, j'ai habité donc dans un quartier متاع المدينة. Wallah, النهج متاعنا هكا طويل شوية. Et je me rappelle quand les hommes allaient au travail, j'ai une image qui m'a impressionné. يحطوا الشعر à l'entrée de la rue et on nettoyait complètement la rue et c'était pratiquement dans toutes les villes de Tunisie et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant les gens sortent devant des villas de milliards et ils vous jettent la poubelle comme ça dans un paquet de Carrefour quoi. Il n'a même pas de sac à déchets. Donc les théories complotistes c'est des mauvaises théories. Il faut commencer par s'intéresser soi-même à son problème. Je peux? Non? Oui. Ah, d'accord. Je remercie, je vous félicite, docteur Benkhadr, pour cette belle présentation. Déjà, donc, c'est un sujet qui m'intéresse, surtout que j'habite à Gabès et on sait bien que la pollution à Gabès, elle est très importante, comme vous le connaissez. Et je reviens à ce que Dr Hamzaoui a dit, il faut des solutions. Pas seulement sensibiliser la population sur les effets néfastes de la pollution, mais aussi il faut donner des solutions. Et pour convaincre les décideurs et les politiques, les agents de politique, il faut faire des travaux scientifiques, il faut
montrer bien les effets néfastes de la pollution sur notre santé, entre autres notre santé respiratoire. Il faut donc bien travailler. On a déjà commencé, pour mon équipe, on a un article qui a été publié sur les effets de PM10 et le dioxyde de soufre sur l'évolution de la pneumonie, sur la gravité de ce type de pathologie et ce qui donne des formes graves. On va, Inch'Allah, donc travailler sur l'effet sur le cancer. Et on le voit, chaque jour, le nombre de malades ayant un cancer du poumon à cause de la pollution, mais il faut le prouver par des travaux scientifiques. Il faut ces travaux pour agir et convaincre les décideurs pour faire des solutions. Et autre chose, il faut aussi donner des solutions provisoires pour nos malades ayant des pathologies chroniques respiratoires. Il faut qu'ils savent comment ventiler leur milieu d'habitat. Il faut qu'ils ne font pas donc d'activité physique au cours des jours où il y a un pic de pollution. Il faut sensibiliser et il faut donner l'alarme, comme en France, le jour de pic de pollution. Il faut que les malades graves ne sortent pas de leur habitat. Donc il faut beaucoup de travail pour améliorer et agir sur cette pollution qui est maintenant vraiment fait menace environnementale pour notre santé. Et je vous remercie. Vous avez anticipé un peu sur la conférence de Non, je vais juste ajouter quelque chose. Notre amie Hamida Roy, c'est très passionnée parce qu'elle vient de publier un livre sur la pollution. Moi, je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et je vous conseille de le lire. C'est un essai qui est très intéressant pour être au courant des effets néfastes de la pollution. Merci pour le travail que tu as fait. Docteur Gharbi. Oui. Si on arrive à avoir le micro, c'est bon. Une petite question, c'est les voitures électriques. Moi, c'est une question qui me tarote à chaque fois. C'est beaucoup plus... C'est écologique réellement ou on garde notre diesel et on est polluant pour polluant, on garde notre diesel? Non, c'est certainement en termes de voitures moins polluants, mais c'est pas ça qui va régler le problème de la pollution. En fait, parce que la grande majorité des voitures sont des hybrides, il ne faut pas oublier, parce que c'est plus facile de se recharger à partir de l'énergie fossile. Et puis deuxièmement, le lithium, après, il faut le recycler. Et on va voir encore, parce qu'elles ont une durée de vie très limitée. Et c'est des piles qui ne sont pas rechargeables. Enfin, dans le temps, elles ont un épuisement. Donc ça ne règle pas le problème comme ils pensaient qu'il allait être réglé. Voilà. Mais c'est un petit pas, déjà, c'est un pas de conscience, de se dire, on a une solution. Oui, vous pouvez acheter en Tunisie, vous pouvez acheter chez, je ne vais pas citer la marque, mais actuellement, ils ont introduit les voitures hybrides qui sont à notre disposition. Bien. Hybrides, pas totalement électriques. Ali, comme d'habitude, clair et simple, et vraiment c'est toujours un plaisir de t'entendre, de t'écouter. Ma question, oui. As-tu une idée de ce que nous serons dans 10, 15, 20 ans à 2050 suite à cette pollution? Une idée, hein? L'idée, elle est claire. Enfin, l'idée, elle est claire. La pollution va progresser. Tout simplement, comme l'a dit Agnès, la COP29, au moment des décisions finales, il y a 5 grands pays qui ont quitté la salle. Donc, on est dans le désaccord total. Et quand on est des désaccords, c'est eux qui décident, c'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui ont les possibilités. Donc, si ces gens-là refusent, eh ben, c'est que c'est pas dans 10 ans qu'on va régler le problème. Sachant, j'insiste bien sur la durabilité des polluants. C'est pas une maison qu'on a nettoyée parce qu'il y a de la crasse. C'est l'atmosphère qui est polluée. Il faut qu'il y ait une biodégradabilité de tout cela. Donc c'est très compliqué de répondre à la question, mais on sera certainement pas mieux qu'aujourd'hui. On sera peut-être moins bien, à mon avis, qu'aujourd'hui. Merci, c'est Ali, pour votre intervention.
Et je voudrais citer comme exemple concret ce qui se passe actuellement à New Delhi, en Inde. D'ailleurs, comme toute période de l'année, en novembre, il y a un niveau de pollution qui atteint son maximum. C'est un problème assez médiatisé et il y a un appel par le gouvernement pour les élèves, pour les étudiants, pour les gens qui peuvent travailler à distance, de garder leur maison et de ne pas quitter leur domicile, surtout le matin et le soir. Donc il y a même un article qui a été publié en juin dernier et qui stipule qu'il y a à peu près 12 000 morts par an à cause de la pollution qui atteint son niveau maximal à New Delhi. Et donc, c'est un exemple concret, je pense, de ce qu'on pourrait voir dans d'autres pays dans les années à suivre. Oui, mais c'est des exemples qui ont été suivis bien avant. Vous savez, en France, à une époque, et en Europe même, on avait dit la circulation des voitures pair-impair, par exemple. Parce qu'il y avait à Paris, on disait, il y a un niveau de pollution tel qu'aujourd'hui, les gens ne sortent pas. Mais tu sais toujours, si vous voulez, on est toujours plutôt en aval qu'en amont. Moi, ce que je demande dans ce qu'on doit faire, c'est être plutôt en amont qu'en aval. Me dire aujourd'hui, c'est très pollué, tu ne sors pas. Mais pourquoi c'est très pollué? Il faudrait plutôt être en amont qu'en aval. Le gros problème de la pollution, c'est qu'on est très en aval et très peu en amont. Et si on arrive à régler et équilibrer l'amont par rapport à l'aval, on s'en sortira beaucoup mieux. Mais je suis tout à fait d'accord. Dans la petite plaque que j'ai montrée concernant les villes, la dernière plaque, c'était une ville indienne qui a un nom compliqué, je n'ai pas cité, où dans les c'est a priori la ville la plus polluée au monde actuellement. Je vais juste donner un chiffre très très beau jour. On est un équivalent particulier d'inhalation de 64 cigarettes jour, c'est-à-dire 3 paquets et quelque chose. Donc ça donne une idée à peu près du niveau. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pensons que par exemple un petit pays comme la Tunisie, mais on peut trouver des solutions. Très facile. On peut trouver des solutions. Pour le problème de l'Inde, c'est la forte croissance démographique et la forte pauvreté. Industrielle. Démographique, industrielle et la pauvreté aussi. Je ne pense pas qu'ils peuvent gérer ça vraiment en amont. Merci.